Ma série hors série est un endroit spécialement adapté pour de la politique. On parle politique. Alors, ce sont de petites rencontres avec des personnes qui ont marqué l'histoire, autant régionale, nationale qu'internationale. Au total, la Micronésie, c'est 125 000 personnes. OK. C'est réparti sur 5 000 îles. Évidemment, il y en a plusieurs qui n'ont pas habité, là, mais il dit c'est une jungle, Bernard, littéralement une jungle. Et puis il dit c'est tellement une jungle dense. Il dit quand tu débarques de l'avion, là, il dit l'humidité, parce qu'il pleut tout le temps, là, il pleut presque à tous les jours, là, il dit, c'est vraiment très, très pluvieux. C'est comme en fait, c'est dans la jungle, là. Puis il dit ça sent les fleurs. Il dit c'est fou, il y a des fleurs partout, c'est incroyable. Puis il dit pas dans la jungle là, pour faire 100 pieds, tu vas plus y revenir. Il dit tu perds le nord, là. Tu vraiment, c'est tellement dense, ça te prend une machette, faut que tu fasses ton chemin. Je peux pas juste dire prendre une marche, il n'y a pas de sentier, là, oublie ça, là. Tu vas te perdre. Fait que c'est ça qu'on va apprendre. Ah oui, c'est capoté, là, il nous a conté des affaires, là, en tout cas, c'était incroyable. Il sait raconter des histoires, puis de mettre du piquant dans les histoires, il est vraiment drôle, en tout cas. Pour un jeune de 35 ans, il a du chemin de fait, c'est incroyable. OK, on commence ça? Oui, vas-y. Alors, dans cette balado, je vous invite à rencontrer un ancien collègue à moi, à l'UPA Clark, mais aussi maintenant, depuis l'élection de notre nouveau chef, Erin O'Toole, un conseiller spécial pour le Québec, en la personne de Alupa. Et Alupa a, malgré son jeune âge, une histoire absolument abracadabrante de vie. C'est vraiment incroyable de suivre son parcours, qui a commencé ici même à Québec, à l'île d'Orléans. Il est né d'un père qui venait, un anglophone de Vancouver et d'une mère de Beauport. Et donc est né, resté à l'île d'Orléans, mais il s'est ramassé lors de son adolescence en Micronésie. On est très loin du Québec, mais il a passé son adolescence là-bas, qui l'a marqué vraiment de façon très importante. Et de retour au Québec, a décidé d'étudier la politique, donc à l'Université Laval. Et il a un parcours très, très, très intéressant. Il a fait ses études en politique, mais aussi un doctorat sur la Constitution canadienne. Et ça, je vais vous dire, le mot Constitution est dans ses phrases régulièrement et il est d'une fierté canadienne incroyable. Il est fier d'être Canadien, il est fier d'être Québécois. Alors, je vous invite à écouter Alupa Clark. Bonjour Bernard, très content de participer à ton émission. Merci de l'invitation. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Alupa, on se connaît depuis quelques années déjà, puisque tu as été mon collègue à la Chambre des communes de 2015 à 2019. Exactement. Et j'ai même fait du bénévolat pour toi. Hein. En 2009, lors de ta campagne, je faisais des appels. Si tu savais le nombre de personnes qui m'ont dit ça depuis que je suis en politique, que le monde, c'était une élection partielle, j'ai été élu, puis comme pour probablement tous les partis politiques, quand il y a une élection partielle, tout le monde à travers le Canada se focus sur seulement un comté. Le premier ministre Harper, il voulait que tu rentres. Oui. Oui, ça a bien été. Ouais. Ben, je te remercie pour le bénévolat. Ça fait plaisir, Je t'avais jamais eu l'occasion de le faire. Écoute, Alupa, il faut dire que tu es un jeune politicien. Tu as 34 ans maintenant. Tu as été élu à 29 ou... 29 ans, oui. 29 ans. Depuis j'ai 15 ans, je voulais être député, puis je m'étais fixé avant la trentaine, donc c'était limite. Alors, tu as réalisé un de tes rêves à ce moment-là. Oui, c'est ça qui est paradoxal. Oui, tout à fait. Puis en plus, quand j'ai perdu, en fait, les dernières élections en 2019, c'était très bizarre comme sentiment, parce que c'est comme si j'avais déjà réalisé mon rêve absolu dans la vie. Ah ouais. Puis c'était déjà fait. J'avais 33 ans, puis c'était fait. Mais ton objectif, c'était pas d'arrêter. Non, pas du tout. Vraiment pas. non, te connaissant, d'ailleurs, tu es encore très impliqué puisque tu as accompagné notre chef actuel, Erin O'Toole, pour devenir le leader de notre parti et il t'a nommé adjoint parce que tu veux un peu le livrer le Québec sur un plateau d'argent à la dernière élection. Ouais, c'était vraiment une belle expérience. Et puis, comme on dit à l'accoutumée, une fois que c'est fait, faut pas trop revenir sur la chefferie. Mais tout ça pour te dire qu'écoute, moi, le 18 février, il m'a appelé. J'étais à Québec, chez moi, mon bureau à la maison. Puis, il m'a dit, Lupa, je trouve que tu as bien performé pendant tes 4 années quand tu étais député. T'es quelqu'un de sérieux, solide. Puis, il dit, j'aimerais ça t'avoir là, comme président de la campagne au Québec. J'ai pris quelques journées de réflexion. J'ai été rencontrer M. McKay, bien entendu, par respect, puis comme pour découvrir l'homme aussi. Puis, quelques jours après, j'ai pris ma décision. Président de campagne, c'était toute une course. Je savais qu'on allait avoir une belle victoire au Québec, mais je m'attendais pas aussi gros que ça, là, sincèrement. C'est 60,5%, je m'attendais à 45%. Ouais.
Puis, je suis très, très heureux. Puis, suite à ça, il m'a nommé conseiller principal à son bureau, là, à Ottawa. C'est ça. Et donc, très belle expérience. Et puis, je m'enligne là, pour une réélection. Mais pour l'instant, je me concentre sur le travail pour le chef. Hormis le fait que tu as été député, tu as aussi étudié en politique. Ton choix de carrière était déjà déterminé depuis longtemps et tu as décidé d'étudier en politique. Donc, Sciences politiques tout court. Sciences politiques, ouais, hein? Un bac en sciences politiques puis une maîtrise en sciences politiques. J'étais pas très original. Puis, en fait, moi, j'ai jamais vu la politique comme un choix de carrière. C'était vraiment comme une passion, puis un service public. Et ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Puis dans ma famille Clark, on est des militaires de père en fils depuis 1896. Okay? Parce que tu es militaire toi-même. J'ai fait mon service de 5 ans dans la réserve. OK. Fait qu'on n'est pas des réguliers tant que ça. Là. Okay. Mon arrière-grand-père, William Clark, était un régulier. Okay. Il a fait la Première Guerre mondiale. Mon grand-père est un réserviste, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Plage de Normandie. Mais tout ça pour dire que via l'armée, dans la famille Clark, l'importance de servir sa patrie, c'est ancré chez nous. Ancré chez vous. Moi, j'ai eu une attirance vers la politique, puis c'est une autre façon de servir On reviendra sur l'éducation, mais pendant qu'on est dans la question des militaires, est-ce que c'est ce qui a fait le rapprochement que tu as eu avec Aaron? Parce que lui aussi est un ancien combattant, là, donc est-ce que c'est ce qui a fait que l'idée de pouvoir ça a beaucoup influencé. Oui. Puis même qu'en 2017, j'avais un pincement au cœur parce que... Il s'était présenté aussi en 2017. Oui, exactement. Puis c'était très difficile entre Maxime Bernier, que j'ai décidé de supporter finalement à l'époque, puis Erin O'Toole, parce que c'était un militaire, puis on avait parlé ensemble, je le trouvais vraiment fort, très intéressant, intelligent, charismatique aussi, proche du monde surtout, là, c'est une de ses grandes qualités. Mais essentiellement, moi j'ai des principes dans la vie, puis je voulais que dans mon premier mandat, que la première fois dans ma vie politique, dans une course à la chefferie, je voulais supporter un Québécois. Okay. Je trouvais ça important. Okay. Pour moi, c'est une question de principe. C'est un peu du patriotisme québécois. Fait que je l'ai fait. Puis, je suis pas du tout déçu de l'avoir fait. Mais j'étais très heureux de pouvoir choisir Erin O'Toole en 2020. Est-ce que tu te considères nationaliste de ce point de vue-là? Ou? Peut-être pas un nationaliste, tu sais, parce que ma mère vient de Beauport, c'est une OG, mais mon père, c'est un clerc de Vancouver. Anglophone? Ou... Oui, c'est ça, une famille anglophone. Par contre, j'ai grandi dans un milieu francophone. Mon père m'a presque jamais parlé en anglais. Okay? Donc, parce qu'il parlait français? Oui, c'est ça. Il a traversé le pays dans les années 70 pour apprendre le français. Puis dans son cours à Jonquière, d'immersion en français, ma mère était prof, elle. Fait que c'est l'histoire classique finalement. Ils se sont tombés en amour, ils se sont embrassés, bon, en tout cas sur une roche proche du campus. Ils m'ont déjà montré la pierre, la roche. Ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire que je suis pas nécessairement un nationaliste, mais je respecte, je comprends l'importance du nationalisme québécois. Puis même j'en suis un promoteur. Peut-être que je suis un nationaliste dans le placard, finalement, je sais pas. C'est ça. Est-ce que tes parents sont toujours en vie, oui? Oui, absolument. Ils devaient être fiers de toi de voir que tu étais devenu député canadien aussi c'est sûr, ça les a beaucoup surpris. Puis là, ils sont divorcés, ils ont chacun leur conjoint, etc. Ouais. Mais Alain, le mari de ma mère, lui, il m'avait dit en 2014, quand je me suis présenté pour l'investiture du parti, il disait, me semble, tu y vas fort, tu sais, puis... tu devrais laisser la place aux grandes candidatures. Il avait peur pour les conséquences pour moi après. Ouais. Puis quand j'ai gagné, il m'a dit c'est beau, il dit je dirai plus jamais rien. C'est bon. Alors, je reviens à l'université. Ouais. Donc, tu as fait ton cours à Laval. Donc, tu étais déjà à Québec à ce moment-là. Tu demeurais déjà à Québec. Ouais. Tu as fait ton cours à Laval par choix de le faire parce que tu es parfaitement bilingue. Est-ce que tu aurais pu aller dans une université anglophone ou même en Angleterre ou n'importe où pour faire ton cours, non? Oui, mais en fait, c'est un peu aléatoire comment ça s'est passé. Moi, j'ai fait tout mon secondaire dans les États fédérés de la Micronésie. Eh oui. Okay, dans le Pacifique. Faut absolument qu'on parle de ça. J'étais le seul blanc à l'école. Puis, j'ai mangé avec mes mains avec les aborigènes, les Micronésiens, les Pohnpei, en fait. C'est sur l'île de Pohnpei. OK. Mais quel âge t'étais à cette... De 13 ans à 16 ans. Il faut expliquer, la Micronésie, c'est à quel endroit exactement? Bon, il y a l'Australie. Au nord d'Australie, il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oui. Puis à 2000 km au nord-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a les États fédérés de la Micronésie. Tu sais, le Pacifique, dans le fond, il y a deux grandes régions dans le sud du Pacifique. C'est la Polynésie, dans laquelle il y a la Polynésie française. Oui. Puis il y a la Micronésie. En Micronésie, il y a une dizaine de pays, dont les États fédérés de la Micronésie. Mais est-ce que c'était des comment on pourrait dire, sous la gouverne de l'Empire britannique à l'époque ou non, en fait, ça a été allemand au 17e siècle, ensuite japonais au 18e, 19e siècle, puis à la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains ont gagné tout le Pacifique,
c'est tombé sous contrôle américain. OK. Protectorat américain, puis ils ont eu leur indépendance en 1981-82. Okay. Mais ils ont une constitution à l'américaine, un système politique à l'américaine, puis ils sont ce qu'on appelle un compact. À tous les 20 ans, ils reçoivent plusieurs dizaines de milliards de dollars des États-Unis pour mener à bien le pays. Toute leur pêche est contrôlée par les flottes japonaises. Tout leur système de santé est contrôlé. Quand je dis contrôlé, c'est un gros mot, là, mais supervisé par l'Australie. Puis plusieurs de leurs fonds proviennent des États-Unis. Puis c'est sûr que les autres, à l'ONU, ils votent toujours en faveur des Américains. Des Américains. Est-ce qu'il y a beaucoup d'habitants dans l'ensemble des îles? Ils sont 120 000 habitants. Il y a 5 000 îles, dont 4 îles principales. OK. Cochrail, Chuuk, Yap, Pohnpei. Et Pohnpei, qui est la plus grosse île, OK, ça prend 2 heures à faire le tour en voiture. Mais, donc, c'est minuscule. C'est comme l'île d'Orléans, dans le fond, où je suis né en passant. Sauf que la raison pourquoi ça paraît beaucoup plus gros, c'est que c'est des immenses montagnes, des anciens volcans, là, des millions d'années. Puis c'est une jungle extrêmement dense. Okay? Tu peux pas marcher 100 mètres. Là. Ça marcher 100 mètres, là, ça prend des machettes, tout ça. Des bébites par millions partout. Tellement que le sol bouge. Quand tu regardes le sol, il bouge. Tellement qu'il y a de la bébite, là, c'était épouvantable. Puis que je détestais le plus, c'est quand je fermais la lumière le soir pour dormir, tu sais. À 13, 14, 15, 16 ans, t'entends des coquerelles qui volent là, à travers la pièce. Des grosses, immenses coquerelles. Là. Tu regarderais, mais c'est particulier. C'est sûr. T'as une expérience d'un adolescent qui est sur une île. La période d'adolescence, c'est une période de découverte, c'est formatif. C'est extrêmement formateur. Ouais, c'est parce que tes parents travaillaient dans le domaine international ou? C'est des professeurs d'université. Puis ils avaient terminé leur contrat au Nouveau-Brunswick. Fait que là, on est revenu au Québec 1 an. Puis finalement, ils avaient envie de partir à l'aventure. Puis ils ont trouvé des contrats au Collège national de Micronésie. Puis ils m'ont dit, tu vas pas vivre une expérience de jeunesse comme ça, c'est merveilleux. Moi, j'étais pas trop sûr. Et quand on est arrivé en avion, le pire, c'est que le vol d'avion d'Hawaï jusqu'en Micronésie, on devait traverser la ligne du temps qui divise le 24 heures de l'Ouest et de l'Est. Bon. Et quand on a traversé la ligne, on est tombé dans l'an 2000. Oh, wow! Puis moi, durant le grand bug de l'an 2000, j'étais dans un avion. Ils ont servi du champagne gratuit à tout le monde. Et là, quand on est arrivé au-dessus de Pohnpei, la capitale, la grande ville, c'est Kolonia. Puis là, le pilote d'avion, il dit, bon, mais tout le monde regardait en bas, c'est la grande ville, la capitale, c'est Palikir, c'est une petite ville à côté, mais la grande ville, Kolonia. Il dit, regardez en bas, c'est Kolonia. J'ai regardé, tout ce que je voyais, c'était de la jungle. Là, j'ai paniqué. J'ai eu vraiment une crise d'anxiété parce que j'ai pris conscience à 13 ans que dans le fond, on est seul au monde. Parce que je me suis dit, moi, dans 2 semaines, je vais rentrer dans une école. Parce que je parlais pas anglais à l'époque. Les profs parlaient anglais, puis les Pohnpéens, eux autres, ils parlaient le Pohnpéen. C'est une langue aborigène de l'île. Fait que là, je me suis dit, moi, je vais rentrer à cette école-là tout seul. Mes parents sont pas là. Tu sais, ils m'ont dit, c'est une belle aventure de jeunesse. J'ai pris conscience qu'on est seul au monde, finalement, dans la vie. Mais écoute, ça pour te dire que quand je suis revenu au Canada, c'est là que je suis devenu un grand patriote, parce que j'ai découvert un pays extraordinaire. Moi, j'ai grandi dans le tiers-monde, là, dans mes années formatives. Puis oui, il y a beaucoup de choses à améliorer au Canada, c'est sûr. Il reste encore de la pauvreté, etc. Il y a beaucoup de choses à améliorer toujours. Mais quand même, quand t'arrives du vrai tiers-monde, puis t'arrives au Canada à 17 ans, à 16 ans, excusez-moi, j'avais presque 17 ans, j'ai découvert un pays d'une richesse incroyable. Et j'en viens à ta question initiale, c'est que j'ai travaillé pendant 5 ans pour apprendre la vraie vie dans la restauration, etc. J'ai voyagé en Europe. Mais quand j'ai voulu reprendre les études à 22 ans, j'ai fait une application. Je vivais à Montréal à l'époque parce que ma femme étudiait en anthropologie à l'Université de Montréal, elle faisait son bac. Fait que là, j'ai fait une demande pour être admis dans plusieurs cégeps de l'île de Montréal. Puis mon diplôme, c'est un diplôme de Micronésie. J'ai été refusé partout, sauf un endroit, c'est le cégep du Vieux-Montréal, qui est connu pour être un cégep super à gauche, quasiment un marxiste-léniniste communiste, tu sais. Puis j'étais le seul droitiste dans les cours, mais c'était merveilleux. Je vais toujours remercier toute ma vie ce cégep-là de m'avoir accepté. Et moi, quand j'étais arrivé en classe à 22 ans, j'étais prêt à étudier. Puis je savais que je voulais faire la science politique. Puis j'ai fait question internationale au cégep. Puis rendu au bac, ben là, ma femme, elle revenait à Québec. Elle vient de Québec de Beauport. Moi aussi, je suis né à Québec. Fait que là, je suis revenu avec elle à Québec. Je me suis inscrit à Laval en sciences politiques. Puis j'ai fait ma maîtrise après l'Université Laval parce que j'étais là. Puis bon, j'étais... Et pour te connaître, en tout cas, pour t'avoir vu aller ici au Parlement, tu as un penchant très naturel pour la Constitution canadienne. Et d'ailleurs, tu as fait ta maîtrise là-dessus. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, là,
à l'UPA, à chaque fois qu'il y avait l'occasion, il se trouvait des raisons pour parler de la Constitution aux langues officielles. À n'importe quel débat, tu as une ferveur très, très importante pour la Constitution canadienne. De où ça vient, ça? De mon père. Ah oui? Ouais. Parce que justement, quand je t'ai dit, mes parents étaient divorcés. Moi, j'avais 5 ans quand ils sont divorcés. Mais quand je suis revenu de Micronésie, j'ai passé 6 mois chez mon père, au Nouveau-Brunswick, dans la péninsule acadienne. Mon père, c'est un historien. Pendant 6 mois, on a parlé de Constitution. Puis du Parti conservateur du Canada. C'était en 2004. Un peu, il était chef de l'opposition officielle. Puis mon père, il était aussi, comme pas mal tout le monde, révolté puis écœuré des libéraux, scandale des commandites, tout ça. Ouais. Puis le vieux fond bleu de mon père de Mulroney revenait. Puis là, il m'a parlé de Constitution, puis d'Harper, puis de conservatisme, puis de souveraineté dans l'Arctique, puis du patriotisme, de refaire nos forces armées canadiennes. Et moi, ça m'a vraiment consolidé dans mes croyances. Puis sérieusement, mon expérience en Micronésie, ça m'a beaucoup approché du conservatisme aussi. Mais la Micronésie, explique-moi, c'est pas... tantôt, tu parlais du tiers-monde, mais c'est malgré la petitesse puis le fait qu'il y a des 4 îles qui sont séparées les unes des autres, mais sur un archipel de 5000 îles, il doit y avoir quand même une certaine richesse abondante de cette jungle-là dans laquelle vous viviez. C'est très intéressant ce que tu dis. En tout cas, je m'imagine. Là, on voit que tu lis beaucoup, Bernard, parce que justement, c'est un pays qui est considéré un pays du tiers-monde par rapport au PIB par habitant, etc. Dans ce sens-là. Mais je te jure, c'est probablement un des pays du tiers-monde les plus chanceux dans la catégorie parce que tout le monde mange à sa faim. Sur le terrain de la maison qu'on louait, là-bas, mes parents, il y avait des papayes, des avocados, bref, des cerises, des pommes étoiles. Tu sais, les pommes étoiles qu'on achète au supermarché qui coûtent genre 5$ la pomme en forme d'étoile, là. Moi, je tondais ça à la tondeuse. Il y en avait tellement. On avait des ananas, imagine, des clémentines, des taros, c'est des immenses pommes de terre, presque un demi-mètre de long. Donc, il y a une exubérance incroyable. Puis chaque famille a son cochon en cage. Il y a vraiment beaucoup de nourriture là-bas. La micro-agriculture. Ouais, c'est ça. La Micronésie, c'est ça. Puis Micronésie, ça veut dire petite île. Hein, pour donner un exemple à quel point que leur culture est différente de la nôtre. Eux, quand quelqu'un de leur famille meurt, c'est quasiment un festival. Là. Donc, la fête dure 2-3 semaines. Et là, c'est vraiment... ils mangent pendant 2 semaines. Ils vont manger plein de nourriture. Okay? Puis là, les gens vont emporter des cochons, des morceaux de vache, des ananas, toutes ces choses-là. Beaucoup de riz, beaucoup de poulet qu'ils vont faire mariner dans la sauce soya avec des saucisses hot dog. Ils prennent des gros coolers, là, tu sais, puis ils remplissent ça de sauce soya, puis de poulet, puis de hot dog. Puis ça marine pendant des jours, puis ils mangent ça à longueur de journée. Puis même les enfants ne vont pas à l'école pendant ce moment-là. Puis je dois dire, écoute, quelque chose d'assez exceptionnel, en fait. Eux autres, le jour de l'an, leur mets préféré, c'est de manger des chiens. OK? Et j'avais 15 ans, j'étais dans une fête locale. Mais en passant, faut que je te dise, beaucoup de jeunes blancs là-bas qui étaient des fils ou des filles d'ambassadeurs de différents pays ou de professeurs à l'université aussi, ils restaient chez eux puis ils jouaient aux jeux vidéo. Moi, je sortais tout le temps. Puis je remercie ma mère et mon beau-père qui m'ont toujours permis de sortir. Ça les inquiétait pas. Puis tu sais, bon, je revenais à 11h minuit, puis bon. Je sortais, puis j'étais dans la communauté, j'avais mes meilleurs amis, c'était des Pompéens, puis ils m'ont inclus dans leur famille, tu sais. Fait ça pour te dire que là, j'étais à ce souper-là du jour de l'an. Bon, il est rendu 10h30, 11h, j'ai super faim, tu sais. Puis là, je vois un immense morceau de viande qui ressemble à un poulet. J'ai croqué dedans à pleines dents, tu sais, OK? Et là, tout à coup, là, il y a une procession de grands-mères, de grands-pères qui sont arrivés autour de moi, puis ils m'ont pris dans leurs bras avec tous les cousins-cousines. Puis là, ils célébraient le fait que moi, l'homme blanc, j'ai mangé du chien. OK? Puis une autre anecdote, j'ai été avec un de mes amis qu'on appelle le petit sorcier du quartier central de Colonia. Et puisqu'il était tout petit, avec des dents toutes noires. Toutes leurs dents là-bas sont noires parce qu'ils mangent le betel nut. C'est une espèce de drogue locale, là. En tout cas, c'est une noix, là, qui mélange avec des produits, etc. Puis, en tout cas, ça amène une certaine addiction, mais surtout, ça noircit les dents. C'est au même niveau que fumer une cigarette, OK? Ouais. Puis, ils mangent ça à longueur de journée, eux autres, le betel nut, là. Fait que là, le petit sorcier, ben lui, on l'appelait comme ça parce qu'il est tout petit, il a des cheveux grincheux, ses dents sont toutes sortes de couleurs, noir, rouge. Puis lui, c'était un de mes bons amis, puis il m'avait amené dans les hautes montagnes. C'est la seule fois que j'ai fait ça à cette époque-là. Voir son grand-père. J'étais le premier blanc à visiter les terres de son grand-père. Écoute, puis tu sais, c'est le genre de choses qui de moins en moins peut arriver. Puis moi, je l'ai vécu, même si j'ai juste 34 ans. Hey, c'est incroyable. Puis là, on va finir sa Micronésie, mais je veux juste terminer en disant ça. Là, les fils du grand-père, qui avaient 30, 40, 45 ans, ils étaient dans les champs en train de travailler. Il était midi. Puis là, le grand-père, il dit « Assieds-toi à l'oupa. » Il me sert du riz puis du poulet, comme d'habitude, toujours du poulet.
Et là, les 3 fils arrivent en sueur des champs à travailler dur labeur. Puis ils ont attendu que je mange avec mes mains, là, devant tout le monde, avant que les 3 fils qui arrivaient de travailler mangent. Donc écoute, ça là, c'était un des moments où je vais toujours me rappeler, j'étais tellement gêné de manger devant eux qui attendaient que moi, tu sais, je mange. Avec des poules qui courent partout, des coqs, tout ça, puis... c'est incroyable, pareil. C'était merveilleux comme expérience, mais tellement intense et difficile à certains moments, parce qu'ils ont quand même des lois tribales très dures à certains égards, OK, là? Oui. Ils ont une constitution à l'américaine, mais c'est pas ça qu'ils appliquent. Quand quelqu'un, par exemple, va commettre un crime plus que 2-3 fois, la communauté va l'amener sur un bateau puis couper sa tête, carrément. Là. Fait que, tu sais, il y a une autorité. Il y a les namarquis qui sont des chefs locaux. C'est eux qui dirigent vraiment, c'est pas la police, là, tu sais. Est-ce que tu y es déjà retourné? Ben, c'est ça, j'allais te dire. C'est que ça a tellement été une expérience intense que je m'étais promis de jamais y retourner avant 40 ans. OK. Mais là, je commence à ressentir un peu le goût. T'as eu l'approche de 34, là, ça. C'est ça. Puis, ce qui a été dur aussi, j'avais des grands amis, William Wilbacher, qu'on appelait Cornyn. Puis c'était mon grand ami. Là. Alors, t'as appris l'anglais, bien sûr, là-bas. Oui, puis le pompéen un petit peu. Ouais. Casélélia, ça veut dire bienvenue. Yerum, bonjour. Eo, Rian, Silou, Payo, Limao. 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est tout ce que je me rappelle. Ouais. Mais tout ça pour te dire que là, le soir avant de quitter, j'étais voir mon meilleur ami Conan. Ben, j'ai dit, tu sais, j'ai 16 ans, imagine. Puis je lui ai dit, j'ai dit adieu. Puis il a dit adieu. Je savais que je le reverrais plus jamais de ma vie. Facebook n'existait pas encore. Non, ben là, évidemment. C'était 2 ans plus tard, Facebook, 2006-2007. J'étais avant 2004. Ouais. Et donc, tu sais, ça a été vraiment une expérience extrême. Ouais. Puis, quand j'étais arrivé au Canada, pendant 1 an, je ressentais le besoin de toujours parler de cette expérience-là à tout le monde que je rencontrais. Ouais. Puis, au fil des années, ça s'est éteint. Comme là, j'en parle, hein, mais ça fait... Quand tu m'as parlé de ça la première fois, je sais pas trop comment j'ai appris ça, mais là, moi, j'ai voulu en savoir plus parce que ça m'intéresse. Parce que c'est... Moi, je ne considère pas que j'ai voyagé tant que ça dans ma vie, mais j'ai quand même vu du pays. Là. Je suis allé en Afrique, je suis allé en Europe, je suis allé en Canada, aux États-Unis, mais bon. Mais d'aller dans ces endroits-là très particuliers. Très intense, puis le climat est extrême. C'est 105% d'humidité, 35 degrés. Il n'y a aucune saison parce qu'ils sont juste quelques parallèles au-dessus de l'équateur. Il y a 0 saison. La seule différence, c'est pendant 3 semaines à Noël, il y a un peu plus de vent. Ah, okay? Ouais. Mais il pleut tous les jours. Quand je te dis, c'est dépressif. Ah, ouais. Il pleut tous les jours. Puis quand tu sors de l'avion... Ah, mais j'aurais pensé qu'il aurait fait soleil tous les jours. Non, pas du tout. Non, c'est pour ça qu'il n'y a aucun touriste. Il n'y a pas de plage. C'est tout des mangroves. C'est aucunement touristique, là. C'est une bonne chose à certains égards. Ouais. Comme je t'ai dit, c'était pas du tout paradisiaque, là, OK? Mais c'est une super expérience, tu sais. Mais il y a des coquerelles partout. Il pleut tout le temps. Il n'y a pas de plage. Puis... Quand tu sors de l'avion pour la première fois de ta vie, quand t'arrives là, t'as comme un mur de béton qui te tombe sur les épaules, tellement l'humidité est incroyable. T'as l'impression que tu vas suffoquer tellement que ça sent les fleurs. Ah ouais. Ça sent les fleurs, c'est fou. Partout. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, lorsque tu as été député à l'IPA, t'as été très intéressé par les langues. Et on est au mois de novembre 2020, au moment où on se parle, là, puis on est dans une période très intense actuellement dans toute la défense des langues officielles, particulièrement au Québec, où il y a un déclin. Il y a eu une députée qui a fait une déclaration libérale, qui a fait une déclaration malheureuse, puis c'est comme si on avait fait un gros coup de soufflet en dessous des braises, puis là, le feu est pris, là. Est-ce que le fait que tu as appris l'anglais tardivement, d'une certaine manière, puisque ton père, malgré le fait qu'il est anglophone, t'as jamais parlé en anglais? Non. Ou très peu. Parce que moi, il faut dire que je parle un anglophone moi-même, mais on a élevé nos enfants dans les 2 langues pour s'assurer qu'ils puissent avoir l'anglais. Oui, puis je pense que mon père aurait dû le faire aussi. Les enfants sont très heureux, mais tu t'es beaucoup impliqué au niveau des langues officielles. Est-ce que tu avais une raison particulière de l'avoir fait? Parce que bon, c'était pas juste dire, OK, je te nomme là, puis organise-toi avec ça. Tu t'es beaucoup impliqué à ce niveau-là. Ben, tu sais, j'allais dire, je me suis beaucoup impliqué parce que notre chef à l'époque, M. Andrew Scheer, m'avait nommé porte-parole langue officielle. Ouais. Mais à bien y penser, là, avec un regard après, là, quand j'y songe bien, là, c'est qu'en fait, beaucoup de mes interventions au caucus, par exemple, ou ailleurs, au lobby ou au Parlement, je parlais de constitution, langue officielle des 2 peuples fondateurs, du respect du fait que le pays a commencé en français. Tout à fait. Parce que justement, je pense que ça vient de là que le chef, à l'époque, M. Scheer, en fait, puis je lui donne ça, là, OK? Il a vu chez moi cette force-là. Mais essentiellement, je te dirais que dans le fond, ça provient de l'influence de mon père énormément. Et de ma mère aussi, mais beaucoup mon père. Parce que lui, comme je t'ai dit, c'est un anglophone. Mais toute sa vie, il m'a parlé de défense du français. Ouais.
Puis la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, la SANB, qui est le groupe intervenant principal, le 3e plus grand groupe d'intervenants au Canada, ben jusqu'à tout récemment, mon père était le vice-président de ce groupe-là. C'était le premier anglophone au Nouveau-Brunswick à être vice-président d'un organisme pour la défense du fait français. Puis mon père m'a jamais parlé en anglais justement parce qu'il disait le problème au Canada, c'est que la population des francophones n'est pas assez grosse. Il disait tous les débats qu'on a, toutes les chicanes qu'on a, le fait que les francophones doivent toujours se battre pour faire valoir leurs droits linguistiques ou politiques, c'est juste relié à un facteur, c'est la population. Si c'était moitié-moitié, il y aurait même pas de débat, là. Puis mon père, il a dit, moi, je vais faire des enfants francophones pour contribuer à l'agrandissement de la population. Faut qu'on écoute, là, tu sais, c'est... As-tu des frères et sœurs? Ouais, j'ai un grand frère, Atami Clark. Il s'appelle comment? Atami. Ouais. Es-tu né en Micronésie, non? Non, pas du tout. Parce qu'Alupa et Atami, on s'entend que c'est pas des noms. Ouais, c'est des noms inuits. Inuits? Oui, parce qu'en 1973 ou 14, ma mère était directrice d'une école primaire à Coudjouac, dans le Grand Nord du Québec, dans le Nunavik. Puis elle a beaucoup aimé les prénoms des élèves. Puis Alupa, ça veut dire... Alupa, ça veut dire homme fort. OK. Ouais, puis Atami, ça veut dire premier homme. Puis non, ce qui est drôle, c'est que dans mon porte-à-porte dans le comté à Beauport-Limoilou, souvent les gens ils disaient c'est normal, instinctivement ils disaient tu viens de quelle nationalité, tu sais. Ouais. Puis je leur disais non, mais non seulement je suis un gros Québécois, tu sais, de Québec, je suis né à l'île d'Orléans, puis en plus Alupa c'est un prénom canadien en fait là, ça c'est Inuit. Ouais. Donc mais j'ai une petite sœur Annabelle Clark. Ça je vais faire une blague parce que c'est issu d'un deuxième mariage de mon père. OK. Puis qu'est-ce que je dis toujours à la blague aux gens? Je dis, moi, ma belle-mère, elle a dit savoir-faire les noms d'Inuit, là, tu sais. Fait que ma sœur s'appelle Annabelle. Alors, toi-même, tu as 2 enfants maintenant, je pense. Ouais. Quel âge ont-ils maintenant, là? Ma fille, Victoria Clark. Puis moi aussi, j'ai fait un trip avec les noms. Faut comprendre, là. Ma fille, je pense que j'étais un peu un freak, finalement. Mais ma fille, Victoria Clark, elle a 6 ans et demi. OK. Puis mon fils, Winston Clark, il a 3 ans et demi. Donc, c'est la reine puis le premier ministre. Et sérieusement, quand je l'ai fait, j'étais vraiment dedans. Y a-tu de la place pour un autre nom? Ouais, ben en fait... Elisabeth, non? Moi, j'aimerais ça avoir un 3e enfant. Puis je me disais, si c'est une fille, ben ça serait... j'avais pensé à Regina. OK? Mais ma femme veut rien savoir. OK. Elle trouve ça épouvantable. Fait ça serait plus Émilie. OK. Mais de toute façon, sérieusement, je te dirais que là, écoute, 2 enfants, je me rends compte que c'est déjà beaucoup. Moi, quand j'étais jeune, j'en voulais 4. On est 8 enfants chez moi. Ma femme, puis moi, c'était 5 enfants sur une belle famille. Ouais. Puis finalement, on est obligé d'arrêter à 2 parce que les problèmes de santé, là, mais... Puis je me dois de dire quelques mots sur Pascal à Neuville, ma femme. C'est elle, après tout, quand même, qui enfante, tu sais. Puis en plus, elle a une générosité d'âme et de cœur extraordinaire parce qu'elle accepte de faire le sacrifice. Elle travaille, elle est pas juste à la maison, mais quand même, vois-tu, comme là, je suis à Ottawa en ce moment. Ouais. Et puis, elle a fait le sacrifice de s'occuper des enfants. Comme elle dit, si t'en veux 3 4, on devrait peut-être changer les rôles, là, tu sais. Est-ce que lorsque tu étais à Ottawa pendant 4 ans, elle te suivait ici? Non, elle restait à Québec. Elle restait à Québec, quand même? Mais justement, pour 2 raisons. Parce que sa vie est là. Okay. Ses sœurs. Parce que tu disais qu'elle est anthropologue? Oui, anthropologue. Est-ce qu'elle travaille à l'enseigne ou? Oui, non? elle travaille pour une chaire de recherche sur les pratiques de recherche anthropologique auprès des Inuits. Ça, c'est la chose qui est drôle, c'est qu'elle a fait sa maîtrise sur les Inuits. OK? Puis moi, mon nom est Inuit, en tout cas, bref. Je sais pas si ça l'a influencé, certainement un petit peu. Mais toute sa famille vit à Beauport. Tu sais, ses 2 sœurs, son frère jumeau, ses parents, ses grands-parents, tout le monde vit à Beauport. Fait que, tu sais, sa vie est là. Puis moi aussi, je trouvais ça très, très important. Puis je juge pas les autres que c'est pas le cas, mais moi, je voulais que ça soit très clair que ma famille puis ma vie est dans le comté, pas à Ottawa. Pour moi, c'était important. Ouais, ben c'est un peu le même principe pour moi. Là. On se fait pas élire à Ottawa. Là. On se fait élire dans nos comtés. On se doit de faire en sorte de bien les représenter à Ottawa, c'est correct, mais de surtout être présent dans nos comtés le plus possible. C'est pas facile de jongler avec les deux, puisqu'on est 6 mois à Ottawa par année, 6 mois dans le comté, en moyenne, là, de façon générale, mais en cette année de COVID, bien sûr, on est souvent à la maison. Je voulais aussi garder une relation positive envers le comté, c'est-à-dire que, tu sais, quand faut que tu retournes dans le comté la fin de semaine, ta famille vit à Ottawa avec toi, c'est comme si tu retournes là-bas juste pour travailler. C'est moi, je voulais retourner à Beauport, où je suis né, parce que c'est chez nous. Je voulais pas juste que ça soit, tu retournes au travail, faire des activités toute la fin de semaine, même si c'est ça que je faisais quand même. Je voulais retourner chez nous. Alors, quelles sont tes ambitions à partir de maintenant? Ouais, ben écoute, c'est une bonne question. Ma première ambition, c'est de servir convenablement, dans la meilleure de ma capacité, notre chef Erin O'Toole, comme un de ses conseillers principaux au bureau du chef, de l'aider avec toutes les stratégies au Québec,
de faire en sorte que l'équipe de campagne au Québec aussi va dans la bonne direction, tu sais. J'ai à cœur les intérêts du Québec. Puis je pense que c'est important au bureau du chef qu'il y ait cette voix-là. Il l'a toujours eu, mais il l'a encore plus qu'avant. Ouais. Tu sais. D'ailleurs, il a déjà pris des directions très, très, très claires envers la façon dont ça va se produire pour la prochaine élection. Une grande ouverture envers le Québec. Ah, absolument. Bon, on l'a senti. Puis, son français, par ailleurs, est très bon. Je l'avais rencontré en 2007, comme toi, d'ailleurs, quand tu avais fait de la course à la chefferie à l'époque. Son français était loin d'être comme ça, là. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, pour moi, ça avait été un frein, là. Mais bon. Puis, il a rencontré le premier ministre Legault le 14 septembre dernier. Puis, se sont très bien entendus. Puis, dès la sortie de la réunion, puis moi, M. O'Toole, c'est pour ça que je l'admire, hein, parce que c'est un homme autonome. Il est très intelligent. Il n'y a pas besoin d'être staffé en tant que tel, comme on dit. Il écoute beaucoup les conseillers autour de lui. Ouais. Il n'y a pas besoin de ça nécessairement. T'sais. Quand il est sorti de la réunion avec le premier ministre Legault, devant les caméras, lui-même, il a franchi une étape supplémentaire au niveau de l'application de la loi 101. Il a dit, moi, je pense, après mes discussions avec Legault, que oui, il faut appliquer la loi 101 sur les entreprises à charte fédérale. Ouais. Il veut donner plus de pouvoir à l'immigration au Québec. Il est vraiment sincère. Il est vraiment sincère. Pas contester la loi 21, parce qu'il sait que le deal des deux peuples fondateurs, c'était qu'au Québec, on peut faire des choses de l'autre façon. Surtout quand c'est nos champs de compétences à nous. Mais pour revenir à mes ambitions, s'il y en est, c'est, de bien cerner convenablement le chef. Et parallèlement, le soir puis la fin de semaine, dans mes heures hors travail, je prépare ma réélection à Beauport-Limoilou. Ouais. J'ai une équipe de campagne. Je fais du fundraising, de levée de fonds, ramasser de l'argent. Je reprends contact avec les groupes dans le comté. J'aimerais ça faire des événements, mais il y en a pas à cause du COVID. Fait que ça, c'est plate. Mais j'ai bel et bien l'intention d'être réélu parce que moi, je veux mourir à la Chambre des communes. Ouais. Comme Diefenbaker, qui est mort, je pense, en 1979. Écoute, lui, Diefenbaker, il est resté député presque 16 ans. Après avoir été premier ministre. Oui. Moi, je trouve ça beau, ça. C'était une vraie vocation. Absolument. Puis, à quel point que pour moi, c'est une vocation d'être un représentant du peuple. Okay? Là, je l'ai vraiment dans mon âme et dans mon cœur. Mais quand je rentrais dans la Chambre des communes, je me sentais bien. J'étais au meilleur endroit où je pouvais être. Tu sais, j'avais pas l'impression que je devais travailler plus ou faire ci ou que je manquais quelque chose. Là, j'étais vraiment dans l'élément supérieur. C'est un véritable privilège. C'est vraiment intéressant parce que ce que tu m'amènes là, parce que je veux que les gens puissent sentir, que ça puisse peut-être faire prendre conscience à des jeunes, parce que j'ai été invité il y a pas longtemps à faire une présentation de ce qu'est le Parlement puis qu'est-ce que ça mange en hiver un député là, par un jeune étudiant de 14 ans. Et lui, il veut être premier ministre du Canada. Alors, c'est pour te dire, il y a des jeunes passionnés, il y en a encore, il y en a partout. Tu as 34 ans, tu vis parce que tu veux redevenir député, parce que tu l'as déjà été, mais que c'est ta vie. Ça, c'est fantastique. Moi, pour moi, moi, je suis un entrepreneur. J'ai décidé de faire le service public en étant maire de la ville de la Pocatière, et ensuite, j'ai une occasion qui s'est présentée. Toi aussi, tu as ça en toi, là, énormément. J'ai ça en moi. Le service public, pour moi, c'est aussi très important, mais c'est pas une vocation. J'en ferai pas ma vie, là. Tu veux pas mourir à la Chambre des communes? Je mourrai pas, contrairement à toi, je mourrai pas à la Chambre des communes. Puis je dis ça, bon, je sais jamais, mais c'est pas prévu dans mon plan de match, en tout cas. Mais ceci dit, comment je pourrais dire, j'adore le travail que je fais. L'élément essentiel de ce que moi j'adore de faire de mon métier, de député, c'est de rencontrer des gens, de les prendre dans mes bras, de leur donner une bonne poignée de main, de rire avec eux autres, de les écouter, d'aller au front pour eux autres, de participer à toutes sortes d'événements. Tandis que ça me rend très nerveux de rentrer dans la Chambre des communes. Je dirais qu'aujourd'hui, après 6 ans d'expérience, mettons que c'est correct, là, mais les premières fois, écoute, c'est un privilège incroyable. Mais moi aussi, je suis nerveux quand même. On est 300, c'est normal. On est 338 sur 38 millions de Canadiens. Oui, là. Je pense qu'il y en a environ 4000 quand t'es député depuis 1867. C'est ce que je me suis posé comme question. J'ai dit, c'est environ 4000. Mais je tiens à te dire, par contre, que c'est ça, j'ai un amour viscéral du parlementarisme, mais j'adore le terrain aussi. Oui, non, comme d'ici, j'ai cogné à 20 000 portes, Puis, j'allais dans tous les événements. Ouais. Mais je vais aborder un peu le cynisme, hein, tu sais, les jeunes, tout ça. Ouais. Puis, il y avait un côté un peu fighter en moi, parce qu'à 17 ans, moi, quand je suis arrivé en Micronésie, ça me surprenait de voir comment il y avait tellement de jeunes qui avaient un discours de plaignard. J'y juge pas, là. Puis j'entends encore beaucoup ça aujourd'hui. Ouais. Beaucoup chez la gauche, en passant. Ouais. Oh, on n'a pas ça. On n'a pas telle affaire. On n'est pas bien traité. C'est pas assez démocratique. Puis on le sait tout. L'élite contrôle tout. Tu sais ce qu'on entend tout le temps. Ouais. Puis moi, à 17 ans, je m'étais dit... J'avais des tendances plus à droite déjà. Mais pour moi, le conservatisme, en fait, c'est la fierté
de se construire soi-même dans la vie, Ouais, tu sais, puis de pas attendre qu'on nous aide. Oui, je suis pour l'État-providence, puis que l'État aide les gens, etc. Ouais, c'est 100%, c'est important, ça. Puis même beaucoup de l'État-providence au Canada a été mis en place par les conservateurs, OK? Ouais. Mais à 17 ans, là, quand j'ai vu le cynisme ambiant, je me suis dit, moi, je vais montrer. Parce que je viens pas d'une famille... bon, oui, mes parents, c'est des professeurs d'université, mais je viens pas non plus de la monarchie, là. J'ai pas des privilèges. Puis en plus, moi, j'ai quitté la maison à 17 ans. OK? Je me suis trouvé un appartement à Québec. J'ai commencé une job-in. Je suis arrivé avec $300 dans ma poche que mon père m'avait donné. T'sais. Donc ça pour dire que je me suis dit, je vais montrer, moi, aux autres jeunes. Tu sais, j'avais un peu cette affaire-là, un peu de vouloir montrer, là, tu sais. Mais oui, c'est bon quand tu veux démontrer quelque chose dans la vie, tu te donnes à 100%. Je me suis donné à 100%. Puis regarde, j'ai été élu à 29 ans, tu sais. Ouais. L'investiture, là, la compétition pour savoir qui va devenir le candidat conservateur de Beauport-Limoilou en 2015. J'ai pas eu à subir ça, ce test-là. Ben, écoute, il y avait le président du Carnaval de Québec, là, OK, Monsieur Pelletier, un homme que je respecte énormément, qui se présentait, puis à l'époque, je pense que le parti trouvait que c'était une candidature très intéressante, mais moi, ça faisait 2 ans que je disais au parti que je me préparais. Ils voulaient pas m'empêcher, puis ils m'ont tellement pas empêché, j'ai gagné l'investiture. Puis je remercie Monsieur Harper, parce que c'est Monsieur Harper qui a toujours dit, les investitures, c'est libre, ouvert et transparent. C'est sacré. Aucune intervention, c'est sacré, c'est la démocratie. Harper, c'est un grand démocrate, hein. Écoute, moi, je me suis donné à 100%, puis j'ai gagné l'investiture contre le président du Carnaval de Québec. Donc, sérieusement, là, tous les jeunes qui nous écoutent, impliquez-vous. Il n'y a aucune barrière au Canada. Absolument. On est vraiment une vraie démocratie. Ça, c'est une phrase très importante que tu viens de dire. Il n'y a aucune barrière au Canada. La liberté que nous avons, démocratique, d'agir et de poser des gestes personnels qui vont nous faire avancer dans la vie, c'est fondamental. Au Canada, on a la liberté. Moi, je suis plus dans le centre. Je suis toujours considéré comme un conservateur économique plus que social, bien sûr. Tout ça pour dire que ça fait partie de la démocratie canadienne, tout comme les gens qui votent pour le Bloc au Québec. Exactement. La pluralité des pensées. On s'entend-tu, le plus haut retraité, que la plus grosse somme de retraite par année au Canada, c'est Gilles Duceppe. Du fédéral. Du fédéral. Ouais. Alors, c'est le plus grand pensionné au Canada, puis il était là parce qu'il voulait défaire le Canada. Alors, pour te dire, il y a des paradoxes. C'est quand même incroyable quand tu y penses. Ça prend une démocratie qui est solide. L'ensemble des Canadiens et des Québécois payent des retraites. Je vais te dire encore plus que ça, Bernard. La preuve que les Québécois, c'est un des peuples, c'est pas le peuple le plus démocratique au monde, là. Écoute, c'est du jamais vu historiquement parlant. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, en 1995, à 0,5% lors du référendum, les Québécois ont perdu l'accessibilité potentielle, parce que c'était pas si simple que ça, là, mais à créer un pays un jour ou l'autre. Aucune révolution, aucune goutte de sang, aucune révolte. Le lendemain matin, tout le monde rentre au travail. Dans la majorité des autres pays, il y aurait eu carrément une guerre civile. Donc, on est vraiment dans une tradition de parlementarisme démocratique. Tout à fait. Mais il y a un fond bleu très important au Québec. Oui. Écoute, à l'époque, il y a des gens que je rencontre qui me disaient « Ah, t'as gagné tes élections, il n'y a pas personne qui a fait brûler des terres chez vous. » Brûler des terres, je sais pas ce que vous voulez dire, brûler des pneus. Écoute, à l'époque, les voisins, il y en avait des bleus, il y en avait des rouges, aussitôt qu'il y en a qui perdaient à la suite de l'élection, ils allaient faire flamber les pneus en avant de chez eux. Non, mais c'était incroyable. Les débats, là, en fait, parce que dans mon comté, j'ai 2 pères de la Confédération, moi, Chappet et Étienne Pascal Taché. Ah, sérieusement? Oui, sa maison est à Montmagny. Je visite ça. C'est des maisons devenues historiques puis qui sont depuis longtemps avec des organismes non lucratifs qui les font visiter puis qui expliquent la vie de ces gens-là. Puis il y avait Casgrain aussi qui était un des grands parlementaires. En tout cas, il y en a beaucoup dans la région du Kamouraska particulièrement. Là. C'est une région qui était très florissante. Puis il y a des gens qui me racontaient de la société historique. Il y avait des débats à l'époque, très, très, très animés. On vit moins ça aujourd'hui. On a nos petits débats là, à la radio et à la télévision, là, mais c'est rien comparé à ça. C'était aseptisé. Quand tu dis qu'il y a un fond bleu au Québec, moi je dis qu'il y a 2 volets à ça. Il y a le fond bleu, qui est le fond bleu de notre Parti conservateur actuel, c'est-à-dire que, être fort sur l'économie, baisser les taxes et les impôts, renforcer l'armée canadienne, être fier de notre pays, protéger la souveraineté de l'Arctique. Mais il y a aussi l'autre fond bleu. Tu sais, ça fait plusieurs années que nous, les députés au Québec conservateurs, en tout cas vous autres, et bientôt peut-être moi encore, mais on essaie de démontrer aux Québécois à quel point ils sont conservateurs sans s'en rendre compte. Puis moi, je vais te dire pourquoi les Québécois, c'est les citoyens les plus conservateurs au Canada. Le conservatisme, c'est quoi? C'est protéger son patrimoine, protéger sa culture, protéger sa langue, protéger son héritage, protéger ses traditions, protéger son patois. OK?
Par contre, le conservatisme refuse pas le changement. C'est juste qu'un conservateur dit, c'est pas le changement juste pour le changement. OK? S'il y a des traditions qui sont discriminatoires, par exemple, on est tout à fait d'accord de changer ça, puis on l'a toujours fait à travers, on est un pays du centre-droite, une bonne gouvernance. On a toujours donné des bons gouvernements qui ont donné de la paix et bon, etc. Mais tout ça pour dire que, tu sais, moi, je l'ai dit à Rimouski une fois à Radio-Canada quand j'étais là. Puis l'animateur, je pense qu'il a pas trop aimé ça parce qu'il savait que j'avais raison. Je lui ai dit, il y a rien de plus conservateur. J'ai dit, vous, la Rimouski, vous êtes fiers de votre fleuve Saint-Laurent, vous êtes des fiers Québécois. Il y a beaucoup de séparatistes à Rimouski, tu sais. Vous êtes fiers de votre culture québécoise, de votre langue. Mais j'ai dit, cher monsieur, dites-moi que j'ai raison, puis vous le savez. Y a-t-il quelque chose de plus conservateur que de vouloir protéger sa culture et sa langue? Puis son fleuve. Mais il a pas répondu. Puis son fleuve. Le majestueux fleuve Saint-Laurent. Tout à fait. Puis on a un chef, Monsieur Auto, qui est né à Montréal, qui est dans la course à la chefferie. Il y avait une plateforme spécifique pour le Québec qui disait qu'il voulait renforcer la reconnaissance de la nation québécoise. Puis un des points principaux de cette plateforme-là, qu'il va mettre en œuvre une fois qu'il va être premier ministre, c'est d'assurer la représentativité du Québec à la Chambre des communes, toujours entre 22 et 24%. Ça, c'est une convention qui est peu connue au Canada, là. Ouais, mais t'as raison. Mais depuis 1867, là, le Québec s'est assuré que Georges-Étienne Cartier, il a dit ça à McDonald, Cartier, là, il dit, là, regarde bien mon chum. Je vais faire une alliance avec toi, là. Je vais t'amener les Bleus canadiens-français. Mais il faut que tu nous garantis que peu importe le changement de population au Canada, le Québec va toujours avoir 25% de sièges à la Chambre des communes. Là, aujourd'hui, on a environ 22-23%. Puis, tu sais combien de monde parlait contre Harper, tu sais, les journalistes au Québec? Harper, en 2013, parce que la Constitution nous oblige, là, je parle de Constitution, bon, c'est parti, là. La Constitution oblige qu'à tous les 10 ans, il y a un redécoupage des circonscriptions. Oui. Par rapport à la population qui augmentait, Toronto, Montréal, peu importe, où ça baissait. Et en 2013, il y avait un redécoupage puis un recomptage pour les circonscriptions. Et le Québec était supposé perdre 3 comtés. Ça, j'en reviens pas, là. Aucun journaliste n'a parlé à l'époque ou à peine, là. Non seulement, il nous a pas fait perdre 3 sièges. En fait, on était supposé passer de 75 à 72. Mais Harper, il a donné 3 sièges de plus okay, pour assurer qu'on maintient le chiffre de 22-23% qu'on a actuellement. Correct. Fait qu'on est passé de 75 à 78. C'est incroyable, ça. Puis moi, ce que j'ai convaincu le chef de faire durant la chefferie, j'ai dit, il faudrait dire que on va faire en sorte que ce soit pas juste une convention non écrite, on va l'écrire noir sur blanc. Noir sur blanc. Il a dit oui. Mais non, ça veut dire changer la Constitution. Non, oh non, puis je suis tellement faux. J'avais bien pensé à mon affaire. On peut le faire sans ouvrir la Constitution. Okay. C'est juste une loi ordinaire qu'on va faire au sein de la Chambre des communes. Comme par exemple, Jean Chrétien, il a fait une loi ordinaire en 1997 qui est quasiment quasi constitutionnelle. Là. C'est que Jean Chrétien, il a fait de la loi sur les vétos régionaux. Ok. Maintenant, là, pour changer la Constitution, il faut d'abord appliquer la loi des vétos régionaux, c'est-à-dire que le Canada est divisé en 5 régions. Maritime, Québec, Ontario, l'Ouest, Colombie-Britannique. Fait que s'il y a un changement constitutionnel, puis que toutes les assemblées, les différentes provinces acceptent, après ça, tu as un vote de chaque région. Ah, puis en plus, Et même, c'est une étape additionnelle. selon certains constitutionnalistes, depuis Lac-Meech, il faut un vote de l'Assemblée des Premières Nations, qui est le dernier veto. C'est pour ça qu'on dit que la Constitution canadienne est inchangeable. Elle est inchangeable. C'est une camisole de force. Ouais. Parce qu'il y a tellement de paliers à dépasser. dépasser. Non, on n'a pas besoin de rouvrir la Constitution. Ce serait juste une loi ordinaire, passée au Parlement, comme n'importe quel projet de loi qu'on a en ce moment. Okay. Là, Okay. Ça dirait juste que le Québec doit garder un minimum de entre 22 et 24% à la Chambre des communes de représentants. Fait qu'écoute, là, on a un chef qui est super ouvert envers le Québec. Il veut protéger le fait français. Il veut renforcer la reconnaissance de la nation québécoise. Il veut pas juste que ça soit symbolique. C'est pour ça qu'il l'a démontré de manière tangible en acceptant d'élargir la loi 101 sur les entreprises à charte fédérale. Puis, tout ça pour te dire, pour revenir à ce qu'on disait, les Québécois sont conservateurs. Ouais, Mais ils vont trouver Sherine O'Toole non seulement un allié, mais un semblable. Ouais. Parce qu'il est pro-choix. Ouais. Il est pro-LGBTQ. C'était le premier député conservateur en 2012 à se lever debout et à voter en faveur d'un projet de loi du NPD pour renforcer les droits de la communauté LGBTQ. Son passé, à cet égard-là, il ment pas. À l'UPA, ça a été vraiment très intéressant. Il va falloir faire une partie 2. L'idée, c'était que, en tout cas, en arrière de la tête, j'avais l'idée que le fait que tu sois un jeune politicien, ça peut encourager les jeunes à vouloir se lancer en politique ou à être intéressés par la politique. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Évidemment, ça va nous prendre la relève, ça va prendre des jeunes. Puis il y a des très bons dans tous les partis. Puis chez les bloquistes, entre autres, les 2 jeunes qui sont à l'est de mon comté, c'est dans Matane et Rimouski. Ce sont 2 jeunes très allumés, là, vraiment très intéressants.
Leur seul défaut, pour ma part, c'est qu'ils soient bloquistes, mais au-delà de ça, ils se sont impliqués pour faire de la politique. C'est sûr, peu importe le parti, tu sais, c'est C'est honorable. ça, absolument. Puis je pense que les gens ne le réalisent pas tout le temps, mais quand on est ici à Ottawa, on est une grande famille, tu sais. On est 338, on se connaît pas toutes personnellement, mais par le biais des comités, souvent, il y a des rapprochements. Puis Les députés connaissent leur réalité réciproque, ils se respectent. Tout à fait. C'est un travail extrêmement difficile. Hein. Ouais. Il y a personne qui chôme, là, tu sais. C'est de la job. Là. Moi, je me rappelle On perd pas même de que, écoute, on peut quasiment conclure avec ça, mais un aspect plus familial, tu sais. Ouais. Quand j'ai perdu, mais là, j'ai passé 1 an à la maison. J'ai travaillé, par contre, tous les jours, mais avec le coronavirus, etc., je travaillais à la maison. J'ai vu mes enfants, tu sais, à temps plein. Ouais. Puis j'ai pris conscience de comment je les voyais pas pendant 4 ans. Ouais. Parce que, tu le sais, là, on Et fait même toute au la semaine à point, Ottawa, on arrive en comté, on a 6-7 activités le samedi, 6-7 le dimanche. Ouais. Soit qu'on part le dimanche soir ou très tôt le lundi matin. Ouais. C'est une vie de fou, mais en même temps, je le referai n'importe quand. Je vais te le souhaiter, mais je vais nous le souhaiter Ouais, surtout. ouais. Merci mille fois, Lupa, d'avoir accepté mon invitation. Je pense qu'on a eu un entretien vraiment très intéressant. Merci énormément, Bernard, hein, Ouais. pour toutes les connaissances que tu m'as transmises. C'est quoi être un bon député, en fait? Merci, c'est un beau compliment que tu me fais. Moi, je te remercie de partager ta passion parce que faut être passionné pour faire ce qu'on fait. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, Ouais, Lupa. merci, Bernard.